Et l'invité d'Europe Soir, en ce jour de commémoration du 69e anniversaire de la capitulation allemande, va nous raconter la Deuxième Guerre mondiale à hauteur d'enfant. Bonsoir Claude Fouché. Bonsoir. Petit Parisien, petit parigot des quartiers populaires. Vous aviez 5 ans au début de la guerre, 11 ans à la fin, et vous avez gardé vos souvenirs intacts. Ce sont les souvenirs de toute votre génération qui a au moins 80 ans aujourd'hui. J'ai eu envie de vous inviter ce soir parce qu'on a eu à Europe 1 la curiosité d'aller demander hier soir aux gens dans la rue ce que l'on commémorait aujourd'hui. Et écoutez, c'est assez impressionnant. Marguerite Lefebvre n'a pas rencontré une seule personne qui savait. Oui, le 8 mai, non, je me souviens pas. Je me souviens pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la guerre, c'est quoi? 145. Ah, le 8 mai 45. Ah, c'est la libération, non, c'est pas ça? C'est l'armistice, madame. De quelle guerre? De 14-18. Ah, raté. C'était l'une ou l'autre, de toute façon. C'est quoi? C'est 1er mai, c'était la fête du travail. Le 8 mai, je ne me souviens plus. C'est pas l'Ascension? Non. Je ne sais plus. J'ai passé pour un con. Hein. C'est l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le débarquement Si, il y a un truc en Normandie là-bas. Je crois qu'il y a un truc des genres. C'est la Deuxième Guerre mondiale, c'était la fin. Et c'était en quelle année? 1949. C'est pas 44? Non. 46? 48? Non, 46, oui. Ouais, non. 42? 8 mai 45. La fin de la guerre, question un peu facile. Et non, ce n'était pas 42, ni 44, ni 46. Ce n'était pas le débarquement, ce n'était pas l'armistice de 1918. Le 8 mai 45, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la capitulation allemande. Vous l'avez donc vécu, Claude Fouché, ce 8 mai 45. Vous vous souvenez de quoi? Surtout d'un avion américain qui est passé au-dessus du faubourg Saint-Antoine en lâchant des fusées de signalisation. Et aussitôt, la rumeur s'est répandue que l'armistice était signé. Donc, on pouvait considérer que la guerre en Europe était terminée. Et pour le gamin de 11 ans que vous étiez, c'était une fête? Oh bien sûr. Vous savez, dire que j'en ai beaucoup souffert de la guerre, peut-être, ce serait un bien grand mot. Mais malgré tout, c'était ce sentiment de liberté. D'un seul coup, qu'on n'avait pas connu. Depuis tout petit, j'étais occupé. Oui, depuis tout petit, vous aviez connu les Allemands dans les rues de Paris, l'occupation, les privations, l'absence d'électricité, tout ça. Mais surtout, jusqu'en 1942, les Allemands étaient plutôt discrets. Ils se baladaient par deux comme tous les bidas du monde. Ils n'avaient pas d'armes, ils avaient juste un ceinturon avec une baïonnette. Les officiers avaient un pistolet à la ceinture. Mais c'était tout. Mais en 1942, en juillet 1942, il y a eu un événement. La Leibstandarte d'Adolf Hitler, c'est-à-dire la garde prétorienne de Hitler, après une première campagne sur le front de l'Est, est venue au repos en Seine-et-Marne, donc à côté de Civry-Courtry, où j'habitais. Et donc, ils avaient déjà fait Barbarossa. Et j'ai un ami justement qui habitait à côté d'un endroit où il stationnait. Il me disait que c'était pas des rigolos parce qu'il s'appropriait tout ce qu'il y avait. Enfin bref. Et à ce moment-là, ils ont été, transformés en division blindée. Ça a été la première division blindée SS. Et ils ont fait un défilé qui partait du cours de Vincennes, empruntait le faubourg Saint-Antoine, place de la Nation, faubourg Saint-Antoine, rue de Rivoli, jusqu'à l'Étoile. Et alors là, j'ai eu un sentiment de dire, mais où sont nos soldats à nous? Des Allemands qui défilent toute la journée. Et là, c'est à ce moment-là, j'ai pris conscience vraiment de l'occupation. Jusqu'à là, je n'avais pas eu ce sentiment. Alors, le 8 mai 45, vous avez donc ce sentiment de liberté, de fin de la guerre. Mais en réalité, les événements les plus marquants pour quelqu'un de la région parisienne comme vous, j'imagine, c'est l'arrivée des Américains, une dizaine de mois avant, à l'été 44. Là, à ce moment-là, donc il y a eu le bombardement de La Chapelle, c'est-à-dire du triage de La Chapelle. Et à ce moment-là, il y a eu des informations en disant il faut envoyer les enfants à la campagne. Donc, je me suis retrouvé chez des grands-tantes à Champigny, sur le plateau de Queuilly. Et mes tantes faisaient le marché le matin. Et donc, je descendais les rejoindre dans la journée. Et c'est très pentu, vous voyez, quand on descend.
Et je voyais au loin les 2 hangars à dirigeables d'Orly. C'était des choses énormes, ça faisait 80 mètres de haut, 300 mètres de long. Et un matin, en descendant, il n'y avait plus de hangars. Ils avaient été rasés par un bombardement. Alors là, on m'a envoyé plus loin, c'est-à-dire dans la Melun chez ma grand-mère à Civry-Courtry. Hein. Et pareil, ça a été des bombardements journaliers, des avions qui étaient abattus. Enfin, mais Terrorisant on pour n'avait un pas. enfant. Ouais. Pardon. Terrorisant pour un enfant, ce bombardement. Non, honnêtement, un grand spectacle. Je le dis franchement, un grand spectacle. À part les éclats de la DCA, parce que comme nous étions dans le périmètre de Melun-Villaroche, qui était déjà une base importante de la Luftwaffe, alors c'était un passage, alors ils bombardaient toutes les gares de triage à partir du mois de mai. C'était l'opération, il fallait couper les voies pour empêcher que les renforts, alors, du moins pour enclaver les zones du futur débarquement. Alors tous les jours, dès qu'il faisait beau, il y avait les avions et les Allemands étaient terrorisés. Vraiment. Et la première fois que vous voyez un soldat américain, comment ça se passe? Donc le matin du 26 août, quand la bataille s'est terminée, puisque la colonne allemande a été anéantie par les avions américains, nous sommes sortis avec mon père. Et donc, on a été voir, on avait un terrain où j'ai ma maison maintenant, et il y avait 2 hommes qui étaient debout, et il y avait une masse au sol, et c'était un soldat allemand qui s'était pris un obus de mortier sur la tête. Donc, mon père n'a pas voulu que j'aille voir, et après, on a continué, donc, et en traversant un petit bois, il y avait un canon anti-char abandonné, et de l'autre côté, il y avait 2 chars américains, qui, eux, avaient certainement détruit ce fameux canon. Et il y avait un petit chemin qui existe toujours, qui est à côté du stade de Civry. Et il y avait un Américain assis dans l'herbe. Je crois qu'un jeune de maintenant qui verra un Martien, ça ne lui ferait pas... parce que déjà, l'habillement, la façon dont ils étaient équipés... nous, on marchait pieds nus. Hein, il n'y avait plus de chaussures, il n'y avait plus rien. Les Allemands, leurs uniformes, on ne va pas dire que c'était... pareil, particulièrement saillant, alors que, je vous dis, on avait en nylon, le blouson qui est toujours mode, pratiquement, hein, les chaussures, tout. C'était en plus, il est sympa cet Américain, il vous donne des bonbons, il vous donne des oui, cigarettes. oui, alors ça, pour nous, alors pour les mômes, hein, c'est sûr que les pâtes de fruits, même où je me suis fait avoir, par exemple, parce que dans les rations, il y avait comme une tranche de pain d'épices. Alors, évidemment, vous savez, on avait tellement été privés, et c'était du tabac chiqué. Alors, surprise, vous voyez, de marcher ça. Mais sans ça, ils avaient, par exemple, parce qu'après, donc, il y a eu ce passage de l'armée Patton, et comme il y a eu 2 jours après, les Allemands sont revenus bombarder. Ils ont bombardé Paris, le secteur de la Louvain et tout ça. Et nous, c'était un peu un bombardement de terreur, puisqu'ils ont bombardé les mols de blé, ils lançaient les bombes incendiaires sur les mols de blé et tout ça. Alors là, j'ai eu la trouille. Là, franchement, en pleine nuit, le ciel était rouge. Là, vraiment, j'ai eu peur. Là. Franchement. Et puis, ça c'est donc, les Américains sont venus installer une batterie de DCA à côté de chez nous, quoi. Puis en réalité, ils n'ont jamais tiré un coup de canon parce que les avions allemands sont jamais revenus. Alors si on monte un petit peu plus loin, Claude Fouché, votre premier souvenir de gamin, je disais vous aviez à peine 5 ans au moment du début de la guerre. Le premier souvenir, c'est celui de la mobilisation, c'est-à-dire oui. votre père qui va partir à la guerre? Oui. Donc comme il était dans l'armée de l'air, il était rappelé à Châteaudun. Donc c'était un centre c'était les réserves de l'armée de l'air en réalité. Et comme il travaillait dans une boîte d'appareils de projection de cinéma, à qui on avait donné à fabriquer des collimateurs de tir pour avions. Donc il s'est retrouvé affecté spécial. Je pense que le fait déjà d'avoir eu pratiquement trois de ses frères de tuer à la Grande Guerre, il avait 37 ans à l'époque, hein, donc j'ai eu la chance d'avoir mon père pendant toute la guerre. C'est ça qui est intéressant, c'est que la génération de vos parents, ils partent à la guerre en 39, mais ils avaient déjà vécu et souffert de la précédente. Vous dites 3 de vos oncles sont morts en 14-18. Et j'avais un autre oncle
qui était la classe 18, et il s'en est fallu de quelques jours pour qu'il soit mobilisé. Alors, mon père avait 16 ans, donc la chance, il est passé à travers. Voilà, merci beaucoup Claude Fouché pour ces quelques souvenirs en réponse à ces gens dans la rue qu'on entendait tout à l'heure et qui ne savent pas ce que c'est que le 8 mai 45. Et merci à l'Office national des anciens combattants qui nous a permis d'entrer en contact avec vous.